bienvenue sur cette nouvelle émission de Fréquence Europa. On se retrouve aujourd'hui pour une table ronde avec Arnaud de la section de Tours. Bonjour Arnaud. Bonsoir camarades, bonsoir chers auditeurs. Bonsoir Arnaud, bonjour, bonsoir, on peut être écouté un peu à toute heure de la journée. On est également avec Jean-Michel de la section DF de Paris. Bonjour Jean-Michel. Avec tout le monde, avec camarades, avec chef. Avec également à Étienne de la section de Saint-Brieuc. Avec Étienne, j'espère que tu es en forme. Avec camarades, oui, en forme, au poil, et à nos auditeurs, et voilà. Et effectivement, on est aussi accompagné de Vincent Vauquelin, fondateur de la dissidence française qu'on ne présente plus. Bonjour Vincent, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonsoir, merci à tous. Oui, ça va très bien, merci. Super, merci à tous les quatre en tout cas d'être présents pour cette deuxième émission de Fréquence Europa. Je vous propose aujourd'hui comme sujet la préférence nationale. Donc on va avoir plusieurs parties dans cette émission. Dans une première partie, on va essayer de parler de qu'est-ce que c'est la préférence nationale. Ensuite, on discutera de l'actualité politique sur ce sujet. Et enfin, dans une dernière partie, on évoquera l'actualité militante de comment on milite pour une préférence nationale. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la préférence nationale ? J'ai pris une définition toute bête de Wikipédia qui nous dit c'est la volonté politique de réserver des avantages, généralement financiers, ainsi que la priorité à l'emploi aux détenteurs de la nationalité, et en particulier du coup de la nationalité française dans notre cas. Pour commencer, peut-être Vincent, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à préciser sur cette définition ? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ? Oui, la préférence nationale, c'est tout simple, c'est les nôtres avant les autres, donc c'est une mesure de bon sens qui implique que les nationaux ont normalement beaucoup plus de droits que les étrangers. Voilà, donc c'est une notion simple, c'est une notion de bon sens qui est appliquée un peu partout dans le monde et malheureusement pas en France. C'est vrai, on va le voir plus tard dans l'émission, effectivement, elle est appliquée sous différentes formes et à plusieurs endroits dans le monde. En France, c'est vrai que c'est un principe qui est, on va dire, publiquement, politiquement défendu par le Front National. C'est celui, en tout cas, c'est le parti qui s'en revendique le plus, qui du coup, en fait, fait que la préférence nationale est souvent une mesure associée à l'extrême droite. Je sais pas si du coup l'un d'entre vous veut peut-être réagir sur ce sujet, n'hésitez pas. Elle ne l'a pas toujours été. Dans la préparation de l'émission, tu l'as souligné, à une certaine époque, le parti de gauche et le parti communiste étaient pour la préférence nationale et contre l'immigration. Oui, tout à fait. En fait, effectivement... Le discours de Georges Marchais en 81. Ouais, effectivement, même bien avant ça, en fait, j'ai fait quelques petites recherches avant l'émission. Effectivement, dès 1932, en fait, il y a une loi qui avait été proposée, notamment par des partis qui étaient à gauche, sur en fait instaurer des quotas de travailleurs étrangers. Donc, ils proposaient à l'époque 10% dans les entreprises privées et 5% dans le public. Alors, la loi n'avait pas été adoptée à l'époque, mais vous voyez, déjà dès 1932, on parlait déjà de préférence étrangère ou de régulation en fait de l'immigration finalement. De toute façon, il y a les partis politiques d'avant 45 et les partis politiques d'après 45 où là les cartes entre guillemets de la morale et de la vertu sont complètement rebattues. Ce qui fait qu'on pourra parler de moins en moins de préférence nationale parce que associé à Pétain, à Hitler et compagnie. Donc effectivement, qu'elle se retrouve dans l'escarcelle de l'extrême droite, c'est entre guillemets même voulu par le système lui-même, que ce soit réservé juste aux soi-disant crânes rasés complètement abrutis. C'est vrai que ce qui est particulièrement insupportable, c'est qu'en France et en Europe, enfin dans toute l'Union européenne, on est les seuls à ne pas avoir le droit de privilégier les autres avant les autres. En Australie, au Canada, dans n'importe quel pays, on ne rentre pas comme ça, on ne s'installe pas comme ça. C'est chez nous que c'est open bar. Mais c'est vrai que je disais ça aussi parce que je pense que beaucoup de gens sont ethnocentrés et qu'ils ont l'impression que ce qui se passe en Europe ou en France, c'est normal, c'est partout pareil, alors qu'en fait c'est nous l'exception à la règle partout dans le monde. Ouais, c'est vrai, alors que justement, c'était une des questions que j'allais vous poser. Pourquoi est-ce que ça paraît si compliqué aujourd'hui de défendre la priorité nationale, et notamment en France ? Si je pouvais ajouter, c'est une chose lente et qui arrive à maturation. Il y a eu plusieurs facteurs qui font qu'on en arrive
entre guillemets, depuis 15 ans, je veux dire, à vraiment tout accepter, même si de l'autre côté, ça renforce aussi ceux qui se revendiquent tout du moins patriotes et nationalistes, dans le sens où, à un moment donné, comme disait le poéticien, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous aurez qu'à citer le gars si vous en rappelez. Mais voilà, ça commence à rentrer aussi par la force des choses et la force de la réalité aussi. Il y a l'envers de la pièce, si je puis dire. Mais oui, tout ça, c'est après 45 que ça a pris son essor le plus complet. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 1930, même les slogans du Front populaire pouvaient porter le message des nôtres avant les autres, etc. C'est vraiment depuis 45, et je rejoins Jean-Michel là-dessus, c'était le thème de mon intervention à Synthèse Nationale d'ailleurs, que depuis le jugement du tribunal de Nuremberg, depuis son verdict, la question de la nationalité et donc de la discrimination entre les nationaux et les étrangers, cette question-là, elle est frappée d'anathème par la nouvelle morale mondiale qui condamne en fait toute forme de nationalisme, de patriotisme, de recours à ces catégories qui sont fondées sur des discriminations que sont les nationaux et les étrangers. Donc à partir de là, évidemment, la préférence nationale est vouée à disparaître en fait. Et d'ailleurs, quand on dit depuis 45, c'est qu'elle a été atténuée au fur et à mesure cette question jusqu'à être étouffée et jusqu'à devenir un exil social presque pour ceux qui voudraient justement poser la question. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un processus lent et qui est arrivé à maturation, et justement cette maturation engendre quelque part les anticorps, parce que comme on le disait au début, ça n'a pas de bon sens. Parce que je veux dire, tout parent va nourrir en priorité ses fils et ses filles plutôt que celui de ses voisins. Je veux dire, voilà, donc ça se résume à ça, la préférence nationale, tout simplement, hein. Il y a juste à amoindrir l'échelle et on en arrive au fait que bah oui, tu nourris d'abord tes enfants plutôt que celui des autres. Donc voilà, c'est un processus lent qui arrive à maturation. Les anticorps sont en train d'être formés. D'ailleurs, voilà, hein, nous en sommes un des éléments, et qui fait que elle redevient d'actualité cette question, et c'est pour ça que c'est important de l'aborder. Moi, si je peux me permettre, je dirais aussi que pourquoi est-ce qu'on a du mal avec la préférence nationale en France, c'est qu'il n'y a plus de nation, tout simplement, quoi. C'est si vous me permettez, je vais vous lire la définition de la nation selon un dictionnaire lambda. Ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son unité, entre parenthèses, historique, culturelle, etc., mais on pourrait rajouter bien d'autres choses, hein, et constituant une entité politique. Synonyme, peuple. Traduction anglais, nation. Donc c'est un truc de base, c'est quoi? C'est le peuple, et on a par exemple la gauche qui passe son temps à dire que la nation elle a voué à l'hégémonie, alors que en gros ils sont contre le peuple, la gauche est contre le peuple, mais ça c'est pas nouveau. Mais sans nation, comment on peut avoir de préférence nationale? Tout le monde est français, de plus en plus. Donc il y a comment faire une préférence nationale sans nation, et en plus avec les affres du monde moderne, l'individualisme, le matérialisme, le jouir à tout prix, etc., dont on a déjà parlé. Je pense que c'est ces deux-là, le fait qu'il n'y ait plus de nation d'un côté et le fait le consumérisme moderne qui fait que on s'en fout des autres en fait, et des nôtres aussi d'ailleurs. Alors juste, je voulais réagir parce que je te rejoins parfaitement sur ce que tu disais tout à l'heure sur la gauche qui a abandonné le peuple, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'effectivement, comme tu le disais avant, le Parti communiste et Georges Marchais pouvaient faire des sorties contre l'immigration sauvage, sur le fait qu'on pouvait tout simplement pas accueillir d'immigrés à partir du moment où on a énormément de chômeurs en France, que ces chômeurs d'ailleurs soient d'origine française ou immigrés. Et ça, c'était Georges Marchais jusque dans les années 80. Et puis ensuite, il y a eu un basculement à partir des années 90, à partir de l'effondrement du bloc communiste, de l'URSS, et à partir de ce moment-là, Georges Marchais, bon, évidemment, a cédé sa place. Ça a été l'ère de Marie-Georges Buffet, de Robert Hue, pour tous ceux qui se souviennent de lui, au Parti communiste. Et à partir de ce moment-là, le nouveau prolétariat, c'était plus l'ouvrier blanc, syndicaliste du fin fond du Nord-Pas-de-Calais. Le nouveau prolétariat, c'était la minorité, les minorités, c'est-à-dire les étrangers,
les lobbies, que ce soit les lobbies féministes, les lobbies gays, la jeunesse, une sorte d'abstraction, voilà. Et bon, Soral, tout ça, on parle de manière très pertinente d'ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là, réellement, que finalement, depuis la fin des années 80, que la gauche ouvrière, en fait, a trahi la question de la préférence nationale. Donc c'est pas si vieux que ça, si on regarde bien. C'est-à-dire que c'est une escroquerie totale parce que quand on y réfléchit un petit peu, il n'y a pas possibilité d'avoir du social, de la solidarité sociale à l'international. On peut pas, c'est du nivellement par le Oui, c'est bas. clair. Il n'y a pas de social sans national, c'est pas possible. Ou sans souveraineté. Alors moi, je vais en revenir, en effet, Eliane, à un truc qui est très simple. En quoi elle est tellement difficile à mettre en œuvre cette préférence nationale? Déjà, elle est toute simple, c'est que les États doivent respecter les lois internationales et en plus, pour nous, en France, pays européen, les lois européennes. Et là, déjà, on a un gros frein, puisqu'on ne peut pas utiliser notre politique propre à notre État, puisqu'on doit respecter les lois d'autres entités. Et quand bien même on pourrait le faire sur les lois en France, on a un problème, c'est la Constitution, un article de la Constitution française qui dit que, en gros, un étranger, suffit qu'il soit en situation régulière sur le territoire français, peut avoir accès, par exemple, à toutes les aides sociales qui existent et qui, normalement, devraient être réservées à un Français de nationalité française. Par exemple, sur le logement, sur l'emploi, sur les aides sociales, qu'elles soient X ou Y. Donc là, déjà, rien que là-dessus, on a un frein de loi, quoi. Oui, oui, c'est vrai que effectivement, dans mes recherches aussi un peu sur le sujet, avant, l'émission, j'ai, trouvé en fait, plusieurs raisons, comme, vous les avez évoquées, sur le fait qu'en France, c'est difficile d'aborder ce sujet et notamment, comme vient de le dire Arnaud, c'est vrai que c'est très intéressant, le fait qu'on est aussi limité de par la loi et de par, les directives en fait de l'Union européenne. Donc je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce sujet, mais je trouve que c'est assez intéressant en fait de se rendre compte que voilà, le fait de dire la France perd une partie de sa souveraineté à cause de l'Union européenne, bah, c'est vérifiable notamment sur ce point-là. Bon, là, on rentre dans un autre débat parce que ça touche directement à la question de la souveraineté et à celle de l'Union européenne. Oui, tout à fait. L'Union européenne, enfin, l'ensemble du droit communautaire, effectivement, nous empêche la préférence nationale, nous empêche de maîtriser nos frontières, tout simplement parce que le projet européen tel qu'il était défini après 1945 vise à forger les États-Unis d'Europe. C'était le projet de base de Koudonov-Kalergi, pour ceux qui connaissent. Bon, on pourrait faire toute une émission sur cette question-là. Mais en gros, l'idée, ça va être d'empêcher les peuples européens d'avoir recours à leurs institutions nationales pour se protéger. Parce que moi, j'avais isolé dans mon livre Migration trois internationales, en fait, trois groupes d'individus qui agissent de manière souterraine essentiellement pour le grand remplacement, c'est-à-dire l'international socialiste, qui, comme je l'ai dit, en fait, s'est trouvé un nouveau prolétariat de substitution et par des raisons morales, clientélistes et électorales, a tout intérêt à faire venir un maximum d'immigrés et donc à leur offrir une préférence étrangère, en fait, de fait. Nous avons aussi l'international des marchands, c'est-à-dire les capitalistes, tout simplement, la droite patronale et financière, qui trouve dans l'étranger, dans l'immigré, un ouvrier bien plus corvéable et bien moins imprégné de la conscience de classe que le travailleur français lambda. Et puis il y a aussi évidemment l'international islamiste qui prend de plus en plus de poids et qui elle aussi finance l'immigration clandestine et même l'immigration légale et surtout organise l'islamisation du pays. Bon alors c'est pareil, c'est un autre débat, on pourra y revenir, mais ces différents lobbies en fait agissent auprès de la Commission européenne pour précisément faire adopter des directives qui sont ensuite transposées dans les droits nationaux, donc du droit communautaire jusqu'au droit national, pour empêcher l'application de la préférence nationale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Viktor Orban en Hongrie, ou même les pays du Visegrad, la Pologne, la Hongrie, etc., sont attaqués comme voilà, la résurgence du nazisme en Europe, parce qu'ils ont décidé de fermer leurs frontières et d'appliquer la préférence nationale. Mais effectivement, le droit communautaire est un des premiers freins. Après, encore une fois, c'est la Constitution, c'est le droit, c'est des choses qui peuvent être changées. C'est pas quelque chose d'irréversible.
Non, c'est juste une continuité dans la loi de ce qui est appliqué dans les esprits depuis bien trop longtemps. Enfin, d'abord, si on en arrive là, c'est avant tout parce que le français a un relâchement. Si on veut rester gentil, ce qui fait que pour lui, à cette heure-ci, parler de la préférence nationale, ça n'a plus aucun intérêt parce que j'ai envie de dire, on parle de la gauche, mais on l'a expliqué, la gauche n'a pas toujours été comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut bien dire que ça vient d'autre part. C'est que c'était pas le logiciel de la gauche. Que des socialistes, comme on appelle ça aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un socialiste comme Sorel, qu'on appelle au 19e siècle. Enfin, voilà, il faut aussi justement ne pas confondre. Donc cet esprit-là, c'est plutôt l'esprit des Lumières, on va dire en fait. Vraiment, le concept de destruction de la nation vient plutôt de l'esprit des Lumières. Et pour en bâtir le socle, on en revient au contrat social de Rousseau, donc qui, entre guillemets, veut revoir l'homme primitif, parce que soi-disant il était plus beau, sauf qu'on n'a pas la même conception de l'homme primitif, par exemple, chez un Rousseau que chez un chrétien. Et ce qui fait que lui, ça va être le contrat social, donc il n'y a pas besoin d'appartenance d'aucune sorte. Donc tu fais sauter le verrou du sang, tu fais même sauter le verrou du sol à terme, comme la disparition des frontières, parce que seul l'intérêt personnel transposé dans le collectif sera entre guillemets le socle de cette nation. Donc en fait cette nation devient universelle par même son fonctionnement, parce que si tu as le Qatari qui est d'accord avec le français, il y a transposition même des familles si tu veux, hein, t'as signé, voilà, c'est juste un contrat. Donc c'est cet esprit-là, quelque part, et ce fait que cette préférence nationale disparaisse même dans la conception des gens. C'est ça le truc, hein, c'est que on a du mal à en parler, mais parce que cette conception disparaît, mais parce que les gens te regardent hébétés, pourquoi faire? Donc on en est là parce que justement c'est un autre esprit qui a remplacé, entre guillemets, le bon vieux esprit traditionnel avec du bon sens. Oui, je te rejoins parfaitement là-dessus, puisque effectivement, en gros, on peut dire on parlait de 1945, mais en fait, on pourrait remonter à 1789, et promis, on remonte pas plus loin, où en fait, on va considérer que la nation, finalement, c'est la conception qui prévaut aujourd'hui, hein. La France, c'est la République, et la République, c'est une entité abstraite, et est français tous ceux qui adhèrent aux valeurs de la République. C'est ce qui est actuellement en vigueur aujourd'hui. Ce qui fait qu'un Sénégalais qui ne parle pas qui parle, je sais pas, le Wolof ou une sorte de français local qui ne connaît absolument rien, je sais pas, à la Touraine ou à la Bretagne, mais qui se retrouve à vivre en Touraine ou en Bretagne, s'il adhère virtuellement aux valeurs de la République, c'est un Français comme vous et moi. Alors que de l'autre côté, normalement, la tradition de la patrie étymologiquement, c'est la terre des pères, c'est-à-dire que ça renvoie directement à la terre que nos pères, nos ancêtres ont travaillé, qu'ils ont cultivée, dans laquelle ils reposent désormais. C'est la raison pour laquelle c'est notre terre et pas la leur. De même que la terre d'un Marocain, c'est la terre d'un Marocain et c'est pas la nôtre, évidemment. Donc évidemment, on revient à finalement, on revient forcément à la question de la nationalité. Mais je nuancerai quand même ce que tu disais à la fin, Jean-Michel, sur la préférence nationale, puisque on a pu remarquer, même avec la campagne qu'a lancée la dissidence française il y a plus d'un an déjà sur la préférence nationale, que c'était une des thématiques politiques qui prenait le plus dans l'opinion, parce que le mot d'ordre, les nôtres avant les autres, c'est peut-être celui qui prend le plus auprès des gens, qui leur parle le plus. Voilà, les logements, les emplois, les allocations, ça doit d'abord aller aux Français qui ont cotisé, qui ont bâti un système social, notamment par des luttes sociales, plutôt qu'aux étrangers. Non, Voilà, bien sûr. juste pour nuancer. Bien sûr, mais après c'est entre guillemets comme on dit, ça vient tellement du bon sens et même de l'instinct qu'on a aujourd'hui quand même des gens et dans une proportion, je dirais quand même majoritaire, qui nient cette conception en fait. C'est juste ça. Je trouve que pour en arriver là, c'est quand même un niveau d'aliénation assez incroyable. Donc ça, entre guillemets, ça m'étonnera toujours, mais bon, j'y garde peut-être une âme d'enfant. Ah oui, c'est clair. Moi, je voulais rajouter quelque chose, une citation d'un socialiste à l'ancienne, je pense que peut-être Jean-Michel reconnaîtra ou d'autres. Une politique sociale n'est possible que dans un État qui est uni au niveau national et libre au niveau international. La bourgeoisie et le marxisme sont responsables de ne pas avoir atteint les deux objectifs.
l'unité nationale et la liberté internationale. Donc bon, bah ça vient d'Allemagne, hein, c'est du bon sens, et bah je trouve En qu'on lui. touche à la fois le principe de nationalité et à la fois ce que disait Eliane un peu plus tôt, bah, sur la souveraineté européenne, un peu ce qu'on touchait avant. Et quand on parle de la bourgeoisie et de marxisme, ben je pense on rejoint un peu ce que vous disiez tous les deux, bah, au sujet de la révolution, au sujet bah, des révolutions qui nous ont secoués depuis 1789. Oui, mais en fait, ce qui est expliqué là, c'est que c'est une défiance vis-à-vis du marxisme, surtout parce qu'il était rattaché à un pays, Tout en à fait. fait. Et surtout parce qu'il était rattaché à l'URSS. Mais ce n'était pas forcément sur le fait qu'ils étaient ouverts à l'immigration, aux capitaux et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc c'est quand même pas le même marxisme qui est vilipendé Ah dans non, mais cette citation. là c'était Et oui, c'était une citation de Joseph Goebbels, hein, je précise. oui, j'avais bien reconnu. Mais je veux dire, voilà, on n'a pas attendu Monsieur Goebbels pour savoir, nous, Français, ce qu'était aussi, entre guillemets, le vrai socialisme, qui est aussi, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que quelque part, le communisme, le socialisme, ce sont des idées chrétiennes devenues folles. C'est aussi le socialisme qui est une continuité, en fait, de cette fracture, de cette coupure avec 89, sur lequel on devrait revenir, je pense, sur une émission, hein, à mon avis, qui fait que bah, le socialisme, surtout français, est à la base une continuité du courant catholique. Voilà les têtes, et je vais pas citer de nom, mais parce que voilà, je risquerais de faire trop d'erreurs. Mais à la base, voilà, c'est une continuité, le socialisme français du catholicisme. Et à partir de ce moment-là, quelque part, c'est ouvert à toutes les déviances, et ça va justement engendrer des choses inévitables, parce que ça devient politique, ça devient politicard, ça devient opportuniste, surtout dans une ère démocratique, et obligatoirement, il y a un affaissement des valeurs, enfin, voilà, des principes qui vont avec. Je retire le mot valeur, parce qu'en fait, c'est assez franc-maçon, ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas prendre les paroles des politiques et des gens dans les médias au sérieux, en mode oui, ce sont des guignols de toute façon, etc. Moi, je les prends toujours au premier degré. Et quand Jacques Attali dit qu'un pays n'est pas un pays, c'est un hôtel, bah, c'est leur conception, et c'est ce qu'ils ont fait de notre monde. Et dans un hôtel, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de... Celui qui paye. Oui, c'est ça. Alors que nous, le fameux contrat social, l'argent. À la base, ce n'est pas un hôtel. Et on est en plein dedans. On est dans un hôtel. Donc comment penser aux autres, aux nôtres, quand on est dans une logique marchande comme ça? Et forcément amené par un individualisme exacerbé. Oui, et puis pour en revenir à ce que disait Vincent, faut se poser la question à qui profite justement que cette préférence nationale ne soit pas appliquée, et que un étranger puisse venir en France avec une situation régulière, puisse avoir toutes les aides sociales, alors qu'on a un taux de chômage, par exemple, incroyable en France, soi-disant il y a des problèmes aussi également de logement. La question est à se poser. Par exemple, on a, soi-disant ces grands ingénieurs et cetera, médecins qui arrivent de partout dans le monde, et malheureusement, c'est les chiffres de l'Observatoire des inégalités, hein. Le chômage, touche en général 20 des étrangers. 25 ne sont pas de l'Union européenne, tandis que les nationaux sont touchés seulement à 9. Alors c'est bizarre que ces gens qui sont apparemment diplômés et pouvoir apparemment selon certains individus plus intelligents que le français moyen ne trouvent pas d'emploi. Mais malgré tout touchent des aides sociales. Et ils sont dans des logements sociaux, etc. Voilà, la question se posait à qui profite ça? À qui profite qu'une masse ouvrière arrive sur le territoire français? À qui ça va profiter? Est-ce que justement le fait que ensuite les salaires sont tirés vers le bas, à qui ça profite? Alors après, on va revenir sur le dumping économique et sur le protectionnisme. Aux Du grands dumping patrons et aux inversé. crapules. C'est absolument ça parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler dans le privé avec
Des travailleurs d'origine immigrée, de culture musulmane, etc., ces gens-là, aussi respectables soient-ils, parfois, n'ont absolument aucune conscience de classe et le patron s'y retrouve bien. C'est-à-dire que eux, ils sont déjà bien contents de gagner 3 à 4 fois plus que ce qu'ils gagnent au bled. Et de toute façon, leurs vacances, ils les passent au bled. Quand ils se marient, ils vont au bled. Quand ils se font enterrer, ils vont au bled. La France, c'est vu par eux, hein, c'est pas moi qui le dis, comme un pays de cocagne, et ils ont absolument aucun intérêt à mener des luttes sociales ou syndicales ici. Et c'est ça le paradoxe d'ailleurs pour les syndicalistes, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une époque où, il y a quelques années, un certain nombre de syndicalistes ont basculé du côté patriote, Front National, nationaliste, ou appelez ça comme vous voulez, comme moi d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, il y a une incohérence en fait. C'est impossible de pouvoir accueillir des centaines de milliers d'étrangers qui n'ont aucune conscience de classe, qui n'ont absolument aucune volonté de s'intégrer ou quoi que ce soit, et qui évidemment, par la loi de l'offre et la demande, tirent les salaires vers le bas, et pas seulement les salaires, les acquis sociaux, parce qu'ils sont prêts à travailler n'importe comment, à n'importe quel prix. On le voit d'ailleurs, un exemple très simple, c'est les chauffeurs Uber. La majorité des chauffeurs Uber sont des Maghrébins ou des Africains, mais essentiellement des Maghrébins, parce qu'ils acceptent des conditions de travail que le Français moyen n'accepterait pas, parce que le Français moyen, il a quand même une certaine exigence sociale, quoi. Du coup, si je résume, pour toi, Vincent, ça baisse les salaires, enfin, ça tire les salaires vers le bas, et ça aussi, Oui. ça entraîne en fait l'ubérisation des emplois. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une volonté un peu électoraliste en fait de la part des dirigeants aujourd'hui de mener une politique clairement immigrationniste? Oui, c'est évident. Bah, de toute façon, a priori, l'immigré naturalisé, il y a très peu de chances qu'il vote Front National. Soit il va pas voter, ou alors il va voter pour ceux qui vont servir le mieux ses intérêts, y compris si du point de vue moral ils sont en désaccord complet. On l'avait vu à l'époque du mariage pour tous, puisque François Hollande, quand il s'est présenté en 2012, avait annoncé le mariage pour tous, et 93% des musulmans avaient voté pour lui. Donc bon, pourtant les musulmans sont pas spécialement pro-mariage pour tous, à ma connaissance, mais simplement pour des intérêts clientélistes à court terme, puisqu'ils ne raisonnent qu'à court terme, ils avaient voté pour lui. Donc effectivement, l'oligarchie politique trouve un intérêt électoral à très court terme à soutenir l'immigration massive, puisque ça fait venir des bataillons d'électeurs, de néo-électeurs, de Français tout neufs, tout beaux, entre guillemets, alors que la majorité des Français de souche commencent à se détourner des partis politiques traditionnels. Et d'ailleurs, là où tu vois la différence entre la gauche et la droite, c'est que la gauche compte sur les immigrés tout frais, tout fraîchement naturalisés, papérisés pour pouvoir voter, pour avoir des électeurs, et la droite, elle, faisait voter les morts. Donc t'as vu, il y en a une à long terme entre... Il y en a une à long terme, ça te change un pays, et puis pas à l'autre, à un moment donné, t'arrives à court de matière, mais voilà, quoi, ça fait quand même 40 piges de toutes les banlieues rouges de l'époque sont devenues des cloaques à émigrer, hein, je veux dire, tu ne vois même pas le multiculturalisme, hein, parce que souvent c'est une communauté bien précise en nombre, parce que c'est un peu, c'est vraiment, t'es dans le système, t'as le chef qui va représenter la communauté, il va voir monsieur le maire, voilà, ils vont bisbiller un truc, et puis l'autre il lui promet les voix de la communauté, et puis le maire accorde quelque chose. T'es vraiment comme dans ce système-là depuis 40 piges, ce qui fait que, oui, les anciennes banlieues rouges se sont transformées en banlieues maintenant où c'est coupe-gorge, bizarrement. En fait, ça me fait penser aussi, j'étais en train de me faire une réflexion justement sur le côté un peu communautariste. D'une certaine façon, quand on défend la préférence nationale, on défend la priorité pour les Français, pour les nôtres, que ce soit dans les aides, dans l'emploi, etc. Et finalement, je me dis, voilà, hein, un peu dans le cliché, mais ces immigrés qui viennent en Europe, ils ont pas du tout d'intérêt en fait à défendre ce principe-là de préférence nationale, étant donné que eux, déjà au sein de leur communauté, ils effectuent une préférence, j'ai envie de dire, communautariste. Notamment dans les emplois, etc. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être hyper malin pour voir que dans tout ce qui est kebab, sécurité, etc. C'est clairement des réseaux communautaristes qui font de la préférence en fait, communautariste pour donner la priorité aux leurs en fait tout simplement dans les emplois. Ils auraient tort de se gêner parce qu'on leur envoie le signal que la France est open bar.
Donc ils défendent leur steak. Voilà. Ils jouent les cartes qu'on leur donne en plus, hein. C'est nous qui leur donnons ces cartes-là, hein. Enfin, c'est pour ça que quelque part, il n'y a même pas à leur en vouloir. Enfin, c'est quand tu ouvres la porte et tu dis servez-vous, et que tu leur tapes sur les doigts à la sortie, c'est un peu fort de café, quoi. Ah non, au contraire, moi limite, dans un sens, je les envie, dans le sens où eux, en fait, ils arrivent à faire justement du communautarisme que nous, en tant que Français, dans notre propre pays, on n'arrive même pas à faire, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Mais parce que l'esprit des Lumières, voilà, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas de quoi on parle dans l'esprit des Lumières, comme on a dit, voilà, Rousseau, Voltaire, Dumoulin, enfin des choses comme ça, des esprits comme ça, qui ont fait cette philosophie des Lumières. Vous avez qu'à vous renseigner, Google est votre ami. Mais voilà, ils sont pas imprégnés de ça. Eux, ils vivent, entre guillemets, plus traditionnellement. Tout simplement, et leur sang passe en priorité. Il y a que, entre guillemets, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de problèmes avec les immigrés de deuxième, troisième génération, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus américanisés. C'est encore un autre facteur qui fait que, mais sinon, ceux qui vivent traditionnellement, bon bah ça c'est clair qu'on n'a pas le même cadre de vie, hein, on vit pas pareil, choses comme ça, donc bah oui, certains font vraiment tâche, hein, surtout quand tu es à Paris dans un urbanisme assez poussé, tu te dis ah oui, lui t'as l'impression que c'est un avion qui est passé et il a été jeté là, quoi, le type, hein. Donc ils sont pas imprégnés d'esprit des Lumières, donc le communautarisme ils le font instinctivement. C'est d'autant plus facile dans notre système à nous Français, parce qu'en plus, ce qui devrait représenter notre communauté, qui est l'État, justement, privilégie les minorités. Donc on est doublement les dindons de la farce. Voilà. C'est que d'un côté, on a des communautés qui se créent et se forment sous nos yeux, avec leur fonctionnement, leur développement économique. Et de l'autre côté, on a un État qui est censé nous représenter et qui institutionnalise notre propre destruction, sur lequel on ne pourra plus se reposer, hormis sur nous-mêmes, parce que nous aurons été poussés à un individualisme effréné, ce qui fait qu'on va se retrouver à poil pendant que les autres sont tout habillés. Alors oui, en effet, ces individus se communautarisent et en plus, on n'est pas aidé par l'État, mais bien au contraire, on est freiné puisque pour ceux qui connaissent un petit peu, l'État, encourage justement, l'embauche, de personnes étrangères ou issues de la diversité. Il y a une petite chose qui s'appelle la charte de la diversité et qui, est, encouragée par l'État. Il y a actuellement plus de 3200 entreprises en France qui l'ont signée et qui ont entre guillemets, «un label diversité», en disant, voilà, nous on a des individus de partout, dans notre entreprise, mais ça les encourage eux, mais c'est un frein surtout pour le «français de souche» entre guillemets, pour les emplois de français de souche. Bah, c'est Anne Lauvergeon, il me semble, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'ancienne patron d'Areva, si je ne m'abuse, qui avait dit, alors vous pourrez retrouver la citation, que de toute façon, à compétence égale, un homme, entre un homme noir et un homme de couleur, un blanc et un homme de couleur, ce sera l'homme de couleur qui sera privilégié. Elle l'avait dit texto, c'est sur un passage télé au micro, vous pouvez le retrouver sans problème. Anne Lauvergeon, l'ancienne patron d'Areva. Exact. J'avais posté cette vidéo à l'époque sur la page Remigration. Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, qui d'ailleurs a fait couler Areva avec l'affaire Uramine, pour ceux qui veulent se renseigner, mais qui en fait n'a fait qu'exprimer ce que disait Arnaud aussi, c'est qu'il y a une préférence étrangère qui aujourd'hui prévaut en France, où on va donner en priorité un emploi, etc., aux immigrés. Ça s'accompagne d'une politique de la ville où on va déverser des dizaines de milliards dans les quartiers dits sensibles ou les quartiers dits populaires, alors qu'ils ne sont absolument pas populaires dans le sens où ils ne sont pas représentatifs de notre peuple. Là encore, c'est de la novlangue orwellienne, hein. Et ça s'accompagne aussi d'une politique où on va chercher à rapprocher ces cités, ces quartiers, des centres-villes, avec le développement des tramways, des métros, des lignes de bus, pour désenclaver ces ghettos. Et l'objectif de l'oligarchie, c'est le melting pot. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que l'immigré, qu'il soit africain ou qu'il soit maghrébin, a beaucoup de mal à s'intégrer à la société française, quand bien même celle-ci serait en cours d'effacement.
Et donc, il faut impérativement lui donner un maximum de facilité, que ce soit en matière de transport, en matière de logement, en matière d'emploi, d'allocation sociale, de formation, etc., au détriment des Français. Donc aujourd'hui, oui, la préférence étrangère est une réalité en France. Elle est appliquée par de plus en plus d'entreprises, et certaines, effectivement, se distinguent, comme disait Arnaud, avec ces chartes de la diversité, en particulier dans les entreprises publiques. Je voulais juste ajouter que quand tu dis ils ont bien compris qu'ils veulent pas s'intégrer. En fait, je crois que leur plus gros problème, c'est même pas qu'ils veulent pas s'intégrer, c'est qu'ils essayent absolument de recréer leur système à eux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais c'est ce qui fait que hormis, c'est pour ça qu'on est saupoudré de la culture américaine. C'est parce que je pense que c'est vraiment pas un facteur à négliger, parce que c'est ce qui nous sépare de tout, quelque part, les individus qui sont vraiment américanisés à la hollywoodienne, à la Hollywood. Je pense, ils sont à un stade supérieur, entre guillemets, de la mondialisation, parce que on y voit les strates de ce que doit être la population à travers leurs stars, choses comme ça. Enfin, on voit l'effet que ça fait sur la jeunesse. Et en général, hein, les petits blancs, les petits noirs, les petits asiates, les asiates un peu moins, hein, ils sont quand même encore plus durs. Ils ont la tête plus raide encore que les autres, je pense, mais voilà, ils y viennent un peu tous, et c'est vrai que on voit un réel écart qui se crée, que ce soit dans le comportement, l'attitude, où ça n'a plus rien, entre guillemets, de sage, de poli, c'est vraiment un homme singe en général, quoi, hein. Ça limite, ça monte son cul, c'est toujours très soi-disant spontané, mais au final c'est vulgaire, cru. Voilà, je pense que ce type d'individu est représentatif de ce que à terme l'oligarchie aimerait comme population majoritaire. Je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, en fait, je suis pas d'accord avec ce qui a été dit un peu plus tôt sur le fait qu'on ne devait pas en vouloir aux immigrés d'être là. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord parce que on sait bien qui organise, on a bien dit que ça profitait au patronat européen, etc., etc. Mais le gars qui vient en France pour gratter nos aides sociales, être nourri, logé, blanchi, on lui met pas un flingue sur la tempe. Il vient en connaissance de cause en sachant que c'est open bar, et pour moi, on n'a pas à le voir comme comme une victime. Ça fait un peu du genre sélectionniste à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste, quoi. Donc ça, je suis pas d'accord avec ça. Et je voulais juste rebondir sur une deuxième chose, c'est sur le fait pourquoi est-ce que nous, on pense qu'on peut pas se communautariser. Je dirais, moi, personnellement, pourquoi? Parce qu'on est en République, et qu'en République, il n'y a pas d'autre communauté que la communauté nationale. Donc, la communauté blanche n'existe pas, le français souche n'existe pas, donc comment se communautariser quand on n'existe pas? Oui, c'est vrai, il y a une vraie volonté, en fait, je pense, de un peu tout mélanger, justement en disant, bah non, de toute façon, ce qui compte, c'est les papiers, en fait, tout simplement, hein, c'est la nationalité française, et donc c'est, enfin, comme ce que tu disais à l'instant, Étienne, hein, en fait, il n'y a plus vraiment de communautarisme français, on va dire un peu de souche, parce qu'on a un peu tout mélangé avec même les immigrés de fraîche date qui n'ont quasiment rien à voir en fait avec notre culture, nos valeurs ou notre histoire, quoi. Et le paradoxe, c'est que pour les populations immigrées, la même République les encourage, eux, au communautarisme et à valoriser leur identité, etc. Donc ouais, voilà, tout à fait. c'est pour ça qu'on est dans ce merdier. Non, mais par contre, je pense pas que tu puisses en vouloir à l'immigration. Après, tu peux en vouloir aux agissements et aux conséquences de ce qu'ils font. Mais je veux dire, quand t'as ton propre pays qui rabâche à tout le monde que, bah déjà, c'est la grande illusion, l'épopée vers l'or pour certains pays, notamment l'ancienne France-Afrique, et que secondo, il te procure des aides sociales justement en ne foutant rien, donc c'est vraiment, et qui régularise à tour de bras. Enfin, c'est juste que je me mets dans la peau d'un Africain ou d'un Asiatique, de ce que tu veux, ou même d'un Européen, parce que bon, moi j'ai des Ukrainiens qui sont installés pas loin de chez moi, hein, je pensais que ça serait plutôt nickel, et au final, il y a certaines choses à revoir, quoi, mais voilà, t'en voudras à l'immigré en particulier, mais l'immigration en général, quand tu lui offres les conditions d'eux, enfin, c'est comme si t'en voulais... Enfin, avant, on se défendait contre l'envahissement. Là, tu leur dis, envahissez-moi.
Pas toi, ni moi, mais je veux dire notre État. Donc Alors, voilà. je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, je suis d'accord aussi avec ce que tu dis sur les Ukrainiens. Parce que j'ai remarqué dernièrement dans le métro, il y a aussi pas mal de populations d'Europe de l'Est. Et dans la fachosphère, on a beaucoup le mythe de l'Est qui va nous sauver. Or, les mecs de l'Est que je vois à 6h du matin dans le métro sont aussi mal polis que les Africains, etc. Et ils sont aussi en terrain conquis que les autres. Mais je suis pas d'accord avec le fait de ne pas leur en vouloir. Parce que, par exemple, si toi demain t'as le Maroc ou l'Algérie qui te dit bon bah on invite tous les ressortissants étrangers à venir chez nous, vous aurez tous les aides sociales, etc. En gros, vous aurez un rôle de parasite chez nous, c'est open bar. Est-ce que toi, en tant que Français, t'auras envie d'aller dans un pays pour le parasiter? Enfin, je pense que ça viendra à l'idée d'aucun Européen. Déjà, Étienne, je ne transpose pas ma morale sur celle des autres. C'est que je suis français. Le français a un esprit forgé depuis des siècles et des siècles. Donc je ne vois pas les autres comme moi-même. Je sais très bien que les autres sont très différents. On va appeler ça plus sauvage, plus calculateur, plus sournois pour d'autres peuples. Je n'ai pas la même morale qu'eux, ils n'ont pas la même morale que moi. Donc effectivement, quand eux viendront dans un pays, ça sera pas forcément pour les mêmes principes que toi tu auras avec les tiens quand tu voyageras ou quand tu voudras t'établir autre part. Donc déjà, faut pas faire cette erreur. C'est comme un peu ceux qui voient avec leurs principes d'aujourd'hui, leurs valeurs d'aujourd'hui, les faits qui se sont établis dans le passé et comment ça se passait. C'est totalement différent. Donc tu ne peux pas transposer ta propre morale sur celle des autres, parce que en final ça ne fera que te décevoir, déjà d'une, ça ne fera que te décevoir, et quelque part il y a certaines choses qui te passeront à côté, tout simplement, parce que c'est très très varié. On sait très bien, voilà, je te dis, voilà, je ne transpose pas ma morale sur celle des autres, et c'est pour ça que je n'en veux pas à l'immigration en général, parce que nous offrons toutes les conditions de notre propre envahissement. Voilà. Par contre, j'en veux à l'immigré qui se comporte mal. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le catholique qui en veut au péché, mais pas aux pécheurs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça le truc. Alors moi, je comprends ton point de vue, mais en fait, moi, ce que je retiens aussi, c'est que tu parles d'invasion organisée, donc ce sont des envahisseurs. Mais je parle pas d'être bébête, ratonné, etc., mais je ne vois pas en quoi on devrait être accueillant ou sympathique. Mais je te parle par là, je te parle pas d'être accueillant ni rien, hein, c'est... Ok. Je me permets de vous couper, les garçons, on va faire une pause. On va voir dans la deuxième partie que justement dans les différents pays du monde, ça se passe pas forcément toujours pareil. Il y en a qui arrivent justement à avoir des mesures pour la préférence nationale. On parlera notamment des États-Unis, de la Russie, de Monaco aussi, qui est un exemple plutôt marrant. On revient là-dessus juste après la musique. Je vous remercie à tous les quatre pour votre participation et à tout à l'heure. I got a fist full
voici de retour pour la deuxième partie de cette émission sur la préférence nationale. Donc je suis toujours accompagnée de Arnaud, Jean-Michel, Cargal et Vincent. Dans cette deuxième partie, on va aborder le sujet des actualités politiques, en fait, un petit peu partout dans le monde et en France aussi notamment. La préférence nationale, où est-ce que ça existe, comment c'est appliqué, etc. Pour démarrer, je voulais vous parler d'un premier cas en fait à Monaco, donc c'est pas très très loin de chez nous quand même, qui est un cas assez marrant puisque en fait c'est tout simplement écrit dans la Constitution, puisque la Constitution monégasque de 1962 consacre la priorité nationale dans son article numéro 25. Je cite: la liberté du travail est garantie, son exercice est réglementé par la loi, et la priorité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales. Donc je trouvais ça plutôt intéressant en fait, étant donné que c'est assez rare dans les autres pays d'avoir quelque chose d'aussi directif, d'aussi fixe en fait et d'aussi stable. Là à Monaco c'est écrit directement dans la loi. Je sais pas si vous de votre côté vous avez regardé un peu d'autres exemples peut-être dans d'autres pays. Bah, en tout cas, déjà pour cet exemple-là, on peut applaudir dès demain, quoi, hein, parce que ça résoudrait déjà pas mal de problèmes. Oui, clairement. Alors, quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis aperçue aussi évidemment que y avait une raison en fait pour laquelle c'était écrit dans leur constitution, c'est que tout simplement il y a énormément de gens qui ne sont pas monégasques là-bas, et donc pour eux ça paraissait vraiment légitime de réserver en priorité les emplois aux monégasques. Mais alors ça, c'est très intéressant parce que ça fait une forme de jurisprudence constitutionnelle pour l'établissement de la préférence nationale en France. Et donc, quand on défend la préférence nationale, vous allez vous faire attaquer, on vous dira que vous êtes comme les nazis en 1933, vous direz non, on est comme les monégasques au XXe siècle. En 1962. Exactement, en 1962. Exactement. Donc, d'autant plus que Monaco a un statut particulier avec la République française, donc c'est vraiment une jurisprudence intéressante. Non, et puis il faut aussi avouer que c'est peut-être un réflexe de minorité quelque part. C'est-à-dire que bah oui, Monaco c'est un caillou. Allez, pardon, excusez-moi, c'est le rocher. Et que les gens qui sont dessus, bah ils savent très bien qu'ils représentent peu de choses dans ce vaste monde. Et que par instinct de survie, effectivement, tu vas t'octroyer des privilèges en tant que fondateur du pays, ce qui est bien légitime, parce qu'après, ils ont une politique particulière en ce qui concerne la fiscalité et les étrangers, pour justement être attractifs dans tout ce boui-boui économico-marchand. Donc, non, c'est vraiment, comme tu dis, une jurisprudence, Vincent. Ouais, on a le cas aussi en Suisse, en fait, pour l'anecdote, où, alors cette fois-ci, c'est pas dans la Constitution, mais j'ai trouvé le cas qui était quand même aussi intéressant, puisqu'en fait, en 2014, il y a l'UDC, qui est en fait l'équivalent suisse du Front National. Ils avaient pris l'initiative, en fait, de faire un référendum d'initiative populaire contre l'immigration massive, et ils avaient notamment voté, en fait, justement, le fait, si je me trompe pas, de faire des quotas annuels pour les étrangers, et donc et aussi pour les Européens, hein, y compris, voulant travailler en Suisse. Et en fait, ça a suscité un grand débat, donc c'était en 2014, et pendant plusieurs années, pendant à peu près 3 ans, ça a suscité un débat national, en fait, et il y avait énormément en fait de gauchistes qui s'insurgeaient un peu des résultats de ce référendum, qui étaient plutôt positifs. Et du coup, le Parlement suisse a tranché fin 2016. Donc, il n'y aura pas de quota sur l'immigration, mais par contre, il y a une préférence nationale qui est relativement modérée sur l'emploi. Donc, en fait, on remarque à la fois avec l'exemple monégasque et l'exemple suisse que bah voilà, nos voisins, en fait, pratiquent la priorité nationale, notamment sur l'emploi. Et puis, c'est quelque chose qui est plutôt bien accepté, en fait, par la population, visiblement. Mais d'ailleurs, les monégasques, enfin, ils sont considérés dans l'Union européenne ou pas? Parce que bon, les Suisses, non. Hein, économiquement en tout cas, non. Donc, ils ont une moins forte pression de la part des institutions européennes sur justement ce côté facteur préférence nationale. Ou en tout cas une liberté de ton que
Enfin, je veux dire, quand on voit les Hongrois, les Polonais s'offusquer de la politique migratoire européenne, tu sens que que l'Union européenne a envie de leur faire fermer leur gueule assez vite. Donc, alors que Visiblement, pour la principauté de Monaco, je suis en train de rechercher en même temps, hein, mais ils constituent un État tiers à l'Union européenne. Donc, a priori, ils font pas pleinement partie, mais ils ont toutefois des relations permanentes, accréditant notamment un ambassadeur à Bruxelles. ouais, un peu comme les Anglais à l'époque aussi, au début. Dans les pays qui pratiquent la préférence nationale, il y a un certain nombre de pays du Maghreb, dont l'Algérie, qui pratiquent une préférence nationale. En tant que ressortissant étranger, on ne peut pas acheter de biens immobiliers chez eux. On ne peut pas, on n'a pas la priorité du travail par rapport à l'autochtone, ce qui est normal. Donc en fait, partout autour de nous, y compris dans les pays hôtes de l'immigration, ils pratiquent la préférence nationale. En Thaïlande, ouais, tu peux pas acheter une terre sans avoir la nationalité. Et même pour le travail, les conditions d'un ressortissant étranger pour s'installer en Algérie, c'est pas facile. Hein. Faut montrer qu'on apporte quelque chose à l'économie du pays. Par contre, je crois que c'est le Maroc qui attire nos retraités, il me semble, dans des maisons secondaires. Ah, mais là, ça va, parce Ça que fait du coup, il n'y a plus trop la question de l'emploi, en fait. Non, avec ces retraités qui partent à l'étranger, oui, certes, il y a plus, il y a plus le problème de l'emploi ou de la richesse apportée, mais il y a une perte fiscale, par contre, qui se fait. Et l'Eldorado, surtout en ce moment, pour les retraités, c'est le Portugal, puisque les retraités français qui s'installent au Portugal ne payent plus ensuite leur retraite en France. Enfin, ne Oui, payent c'est plus vrai. d'impôts en France. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça aussi il y a pas très longtemps, il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça, où il y avait de plus en plus d'artistes français qui partaient au Portugal parce que là-bas, l'imposition en fait est très faible et du coup, c'est clairement avantageux pour eux. Oui, on parle depuis tout à l'heure de la préférence nationale et du protectionnisme, mais uniquement du côté humain, mais il faut surtout aussi penser économique. Et on en a l'exemple en ce moment, ça on en a encore parlé, c'est avec Trump et sa loi sur l'acier, où il voulait encore davantage taxer l'acier étranger, notamment qui venait d'Inde, pour privilégier l'acier américain. Quelque part, il y a un certain protectionnisme qui est fait en France, si on y regarde bien. Celui sur les productions audiovisuelles et compagnie, je veux dire, les chaînes ont une loi qui leur oblige à diffuser telle quantité de production française. Donc, il y a un certain secteur qui est protégé. D'ailleurs, c'est très flagrant quand on discute avec ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, qui sont justement dans l'audiovisuel et la production de cinéma. C'est que bizarrement, là, ça les choque pas, tu vois. La protection, la préférence nationale, ils trouvent ça normal. Mais par contre, pour les autres secteurs, Je pense notamment qu'au-delà du facteur économique, dans ce secteur-là, justement, que tu dis, Jean-Michel, tout ce qui est cinéma, etc., il y a un aspect culturel, en fait, qui est indéniable. Alors que quand tu regardes sur les commandes publiques, en fait, par exemple, ça représente quand même des centaines de milliards d'euros par an. Là, du coup, toutes les entreprises, en fait, du public, tout ce qui est État, collectivité locale, etc., sont soumis à des règles en fait qui sont imposées par l'Union européenne et dans ces règles notamment il y a la liberté d'accès qui interdit en fait toute discrimination fondée sur le principe de la nationalité. Donc là c'est vraiment effet inverse où du coup t'es obligé en fait par la loi des marchés de donner accès aux entreprises de n'importe où dans le monde qui peuvent répondre à toutes les offres publiques. non, mais c'est surtout qu'en fait, ils vont protéger une préférence culturelle parce que justement, ils vont se servir de cette culture pour mieux te la mettre, tu vois, parce que à base d'anti-France et compagnie. Et puis tout le reste, de toute façon, ça doit voyager, les capitaux doivent être libres et les marchandises et les humains. Mais sinon, la préférence culturelle, c'est
entre guillemets, il pourrait l'appliquer aussi pour une préférence économique. Si c'était logique, je veux dire, ça marche pour l'un, ça va marcher aussi pour l'autre, parce que c'est justement quelque chose de normal. Donc voilà, je pense plutôt que la préférence, enfin, si on peut appeler ça, oui, la préférence culturelle, la protection, en tout cas, des intérêts audiovisuels, artistiques, c'est justement pour encore mieux la contrôler quelque part, au contraire des autres où il veut complètement la libéraliser quelque part. Après, on a quand même des exemples dans le monde où il y a un certain protectionnisme économique. Je pense notamment, comme disait Arnaud tout à l'heure, avec les États-Unis, où c'est un protectionnisme national économique qui fonctionne plutôt bien en fait quand on regarde le bilan de Trump. Et et qui est basé essentiellement comme tu le disais Arnaud sur on va rajouter des taxes sur les entreprises qui importent, qui n'embauchent pas des salariés américains ou ce genre de choses quoi. Et avec les États-Unis, ça va même plus loin puisque, il y a un accord avec eux qui nous a récemment bloqués, qui stipule au niveau de la vente d'armes, dans le monde, qui stipule un armement avec, quel que soit le nombre, même un seul composant américain, ne peut être vendu à un État sans l'accord des États-Unis. On a eu le cas, récemment, avec, l'État français qui a voulu vendre des missiles, je ne sais plus à quelle catégorie, à quel pays et les États-Unis ont fait blocage parce qu'il y a un composant dans ce missile américain et du coup on a été bloqué à cause de ça. Donc là on en revient aussi à la souveraineté, c'est-à-dire qu'on doit être capable de fabriquer toutes sortes de choses uniquement avec des éléments français. Alors certes ça va à un certain coût, mais on peut le contrer avec une certaine fiscalité, des taxes de douane, etc. Alors certes, ça va augmenter le coût, la consommation, mais ça peut être contré avec une fiscalité qui peut baisser. Moi, je trouve ça intéressant, Arnaud, que tu parles de souveraineté, parce que justement, j'ai deux questions. C'est, est-il possible de mettre en place une politique protectionniste sans avoir la souveraineté? Et ma deuxième question, c'est souvent qu'on voit l'Union européenne comme un totalitarisme, ce qui n'est pas entièrement faux, mais a-t-on vraiment aucune marge de manœuvre au sein de l'Union européenne pour appliquer un peu plus de souveraineté? Et est-ce que c'est pas, à votre avis, un manque de volonté politique évident? Pour répondre, je me permets de répondre. Appliquer une politique protectionniste, c'est-à-dire de préférence nationale à l'échelle macro, on va dire, à l'échelle nationale, sans souveraineté, c'est impossible. Mais est-ce que l'Union européenne est un régime totalitaire? Oui, mais l'Union européenne, en fait, il faut la considérer d'abord et avant tout comme un outil. C'est-à-dire que la direction de l'Union européenne est confiée aux chefs de gouvernement des différents États membres. Et si tous les États membres de l'Union européenne étaient des Viktor Orban, la question de l'Union européenne ne se poserait plus comme un problème, mais comme un atout. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a très peu de chances que des Viktor Orban soient portés au pouvoir dans tous les États membres. C'est la raison pour laquelle le Frexit, ou en tout cas une mise en retrait de la France de l'Union européenne, est obligatoire si on veut appliquer la préférence nationale déjà au niveau intérieur, mais également au niveau extérieur pour protéger notre économie du dumping social, fiscal, environnemental. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le monde mondialisé, il est absolument impossible pour l'économie française d'être compétitive, sauf à revenir sur le SMIC, à revenir sur le droit du travail, etc., et à accomplir le plan libéral qui est mis en œuvre depuis 20 ou 30 ans par Sarkozy, Hollande, Macron. C'est toujours le même plan en fait. Les têtes changent, mais c'est toujours la même chose. C'est avec toujours le même mot d'ordre d'ailleurs, rétablir la compétitivité de la France dans la compétition mondialisée, etc. Sauf qu'on peut pas être compétitif avec des Pakistanais qui travaillent à $1 de l'heure. C'est impossible. Donc notre seule façon d'être réellement compétitif, c'est de restaurer des frontières douanières, comme le fait Trump, et de protéger notre économie et de développer aussi notre marché intérieur à travers les circuits courts. Donc ça amène à toutes les questions, la détaxation de proximité, etc., qui est une forme de préférence nationale aussi.
Oui, c'est ça. En fait, du coup, Vincent, dans ce que tu dis, effectivement, c'est des mesures qui semblent faisables et puis allant dans le sens d'une préférence nationale. Mais est-ce que tu penses réellement que c'est des mesures qui sont applicables même en restant au sein de l'Union européenne? Ah bah, dans l'absolu, on peut parfaitement l'appliquer. L'Union européenne, c'est une entité abstraite et juridique. L'Union européenne n'a pas d'armée, n'a pas réellement de gouvernement. Donc si demain, imaginons Marine Le Pen ou un candidat un petit peu plus couillu, on va dire, arrive au pouvoir et décide d'appliquer le protectionnisme et la préférence nationale, il est fort probable que l'Union européenne, que la Cour européenne des droits de l'homme et les différentes instances européennes condamnent la France à des amendes, etc. Mais après, si la France ne paie pas ses amendes, l'Union européenne n'a pas de police, elle va pas envoyer une armée inexistante contre la France. C'est pour ça qu'il faut toujours relativiser cette question-là, parce que en dernière instance, ce qui fonde la souveraineté, ça reste la puissance diplomatique, la puissance militaire, la puissance nucléaire. Voilà, la France a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union européenne non. La France a une armée, l'Union européenne n'en a pas. La France a l'arme nucléaire, l'Union européenne n'en a pas. La France a un gouvernement quand même, l'Union européenne n'en a même pas. Mais elle a Donc, la Banque centrale. La France, non, l'Union européenne, oui, elle a la Banque centrale, effectivement. Mais il n'y a rien qui nous empêche de revenir à une monnaie nationale, tout en préservant une monnaie commune. Pourquoi pas, si l'Union européenne pouvait changer l'intérieur? C'est un autre débat, évidemment. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai vu il y a peu, ça peut peut-être être intéressant, c'est que ça va être l'Autriche qui va prendre la direction de l'Union européenne l'année prochaine, je crois. Et le nouveau Premier ministre chancelier autrichien est plutôt dans le camp national. Donc est-ce que lui va pouvoir peut-être mettre sa patte dans les lois de l'Union européenne? C'est pas impossible. Ouais, mais bon, ça ne continuera à relever que en tant que Français, que d'un pansement pour une jambe de bois, parce que à l'intérieur même du pays, de toute façon, même sans l'Union européenne, c'est déjà assez cocasse. Mais pour revenir à un point de vue économique, effectivement, la préférence nationale, en fait, elle va pas être traduite législativement, elle va être traduite dans les faits, tout simplement. Donc c'est aux petites mains de refaire une production qui se vende, qui soit consommée, pour créer un tissu économique avec des emplois et des consommateurs qui, d'instinct, on va dire ça comme ça, vont privilégier justement ce circuit-là pour différents facteurs de proximité, de cohésion dans les idées et tout le tralala. Et je pense, c'est vraiment l'avenir, mais du français en général, et qui veut rester français en fait, avec un logiciel français, ce qui va le forcer à recréer une production. Et là où on a une chance, parce que je précisais que l'Union européenne a la Banque centrale européenne, et c'est quand même un gros atout, parce que au final, on dit qu'on paye pas, mais il y a beaucoup de choses qui ne pourraient ne plus transiter par notre pays si on paye pas, parce qu'ils ont quand même des moyens de pression par ce biais qui sont, je pense, très forts, hein, s'ils veulent étouffer économiquement. Donc, c'est vraiment à long terme, à moyen terme, et c'est même maintenant, qu'il faut commencer à recréer un tissu économique. Et notre chance, c'est que l'argent appelant l'argent, le capital n'a pas d'odeur. C'est que si on a un marché, même une banque qui, entre guillemets, finance les plans de Soros et compagnie, va te filer du fric, parce qu'ils voudront du fric. Voilà, là est notre chance, en fait, dans ce système-là. Et recapter justement l'économie, c'est un moyen aussi de pouvoir appliquer ses idées et de les fortifier en fait. Justement, ce que disait Vincent nous a vendu le libéralisme complet, comme quoi ça allait être un boom économique, etc., pour certaines nations occidentales qui avaient commencé à avoir une baisse. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, on voit bien que depuis l'expansion phénoménale des accords de libre-échange qu'il y a pu avoir dans les années 70, en même temps, il y a eu une baisse continue de la croissance des pays qui étaient puissants. À qui ça a profité seulement ces accords de libre-échange? Ça a profité aux pays émergents, le Brésil, les choses comme ça, mais pas à la France ou à l'Europe. Les plus riches sont devenus plus riches.
Et d'ailleurs, petit aparté, au Brésil notamment, les détenteurs de la nationalité, donc les Brésiliens, sont prioritaires à l'embauche en fait. Eux-mêmes, ils appliquent une priorité nationale, donc c'est assez marrant de voir ça, quoi. Mais entre guillemets, j'ai envie de te dire, le Brésil a aussi capté des capitaux. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont la forêt amazonienne juste à côté. Et que au final, c'est ça qui fait leur plus grosse économie en fait. L'or et ensuite la pousse de... C'est quoi déjà pour l'huile de palme aussi? L'essence verte. Ouais, après, chaque pays a ses particularismes de récolte, de richesse en fait naturelle. Et par exemple, les États-Unis notamment capitalisent sur leur richesse naturelle pour avoir une économie florissante en fait. Ouais, mais disons que si en tant que Brésilien, et bon bah voilà, avec la mentalité de la terre que j'ai, ça me fera un peu chier de voir comment, entre guillemets, tu peux exploiter par exemple la forêt amazonienne, qui est un des poumons du monde quand même, tu peux l'exploiter, mais d'une certaine façon, avec un peu de respect. Et là, c'est carrément, voilà, c'est... Ah oui, je suis d'accord, évidemment, mais je veux dire, ça va dans le sens du protectionnisme, de se dire, on a des ressources au niveau national, on les exploite. Après, évidemment, quand je dis exploiter les ressources, il y a aussi évidemment les protéger, parce que c'est ce qui fait la force d'un pays. Bah, d'ailleurs, les Chinois, pour mettre un petit exemple, les Chinois, là, ils commencent à en revenir hein, de leur production à outrance et de leur pollution, surtout à outrance. Et maintenant, bah, ils ont compris hein, le système. Hein, ils envoient la merde chez les autres, en fait. Donc, ils commencent à nettoyer. Hein, ils sont quand même, ils restent un peu plus lucides, hein, quand même, que nous sur certaines choses et ce qui fait qu'ils nettoient et il y a des politiques écologiques qui commencent à être mises en place pour les Chinois et comme je disais il n'y a pas que le grand blanc prédateur patriarcal qui envoie sa merde chez les autres, bien qu'on en accepte beaucoup aussi nous. Le pire c'est que le colon chinois quand il va dans les pays en voie de développement, etc., c'est qu'il ne se sert même pas de la main-d'œuvre locale pour les faire travailler, il ramène des ouvriers chinois sur place. À l'époque, dans un ancien boulot, je travaillais dans un immeuble et ils posaient un nouvel ascenseur. Et bah, en fait, c'était une société chinoise avec une équipe chinoise, mais de Chine. Il y avait même un traducteur qui était là en cas de communication avec les autochtones quoi. Enfin déjà les autochtones là où j'étais c'était plus vraiment des autochtones mais là c'était encore plus cocasse. Donc ouais c'est pour appuyer ce que tu disais Étienne, effectivement les Chinois quand ils vont quelque part ils font pas travailler la main d'œuvre locale même pour casser un caillou hein. Ils appelleront un cousin hein. Donc je vais te dire on peut reprocher beaucoup de choses, hein, certainement. Il y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont pas les mains sales, donc aux blancs colonisateurs. Mais si entre autres les Africains pensent y gagner avec les Chinois, ils ont tout faux. D'ailleurs, ils en reviennent déjà. Hein. Pour l'anecdote, alors là c'est une histoire, hein, je suis désolé, mais pour l'anecdote, ils importent même leurs prostituées, les Chinois. Pas envie de se taper les prostituées locales. Eux, ils apportent un protectionnisme dans le monde entier, t'as vu? Le protectionnisme chinois, il est expansif. C'est ça. Et ça, ils peuvent le faire justement de ramener leurs employés de leur pays parce que c'est pareil, l'État laisse faire avec cette histoire aussi qu'on a, c'est les travailleurs détachés. Quelques chiffres, en 2006, il y avait 3800 travailleurs détachés en France. En 2013, il y en avait 210 000 et en 2015, il y en avait 286 000 travailleurs détachés. Voilà. Ton fameux hôtel, Étienne. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est là qu'on voit l'illogisme de la mondialisation, d'aller chercher des employés à Pétaouchnok, venir faire un travail ça veut dire que s'ils font venir des gens de l'autre bout du monde pour faire un travail qu'un Français pourrait faire, c'est que c'est plus rentable pour eux de faire venir des gars de l'autre bout du monde, quoi.
Et c'est exactement pareil avec les produits, hein. Quand on regarde aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire importer de la viande, notamment, plutôt que de la produire en France. Et c'est pour ça que si notamment le gouvernement Macron signe des accords de libre-échange sur tout ce qui est produits agricoles, etc., ça va être dramatique pour les agriculteurs français. Enfin, moi, je pense à ça particulièrement parce que ça me touche comme sujet, mais il y a bien d'autres sujets qui sont similaires, quoi. D'ailleurs, pour en revenir à ce que tu as dit, Arnaud, sur le coup des Américains avec la pièce américaine, tu peux pas vendre l'arme, là, c'est un coup de génie, hein, parce que le mec, il s'octroie en fait la vision sur toute transaction d'armement venant de ses alliés, quoi. C'est assez monstre, hein, c'est assez bâtard. Ça me rappelle les Anglais qui, sous prétexte de combat pour l'abolition de l'esclavage, allaient fouiner un peu partout dans tous les ports et îles et compagnie pour mettre son nez dedans et regarder ce qui s'y passe, quoi. Ça, c'est un coup de maître. Oui, c'est pas la première fois. Ils avaient déjà tenté, par exemple, ce coup-là aussi avec, à l'époque, l'avion supersonique, le Concorde. Ils avaient freiné ce projet. Après, on a ce problème-là, mais c'est une perte de souveraineté énorme. On a le problème avec les sous-marins nucléaires. Les turbines de sous-marins nucléaires, par exemple, sont fabriquées aux États-Unis. Donc là, c'est pareil. Là, on vient de lâcher notre FAMAS, qui était l'arme du fantassin, le fusil d'assaut du fantassin lambda, pour acheter un armement étranger. Alors qu'on aurait très bien pu, en relançant et en investissement, relancer cette industrie-là. Sauf qu'il y a eu un manque d'investissement à une certaine période, et puis question de facilité. Mais sauf que si un jour ou l'autre, l'État qui nous fournit ces armes décide de bloquer quoi que ce soit, voilà, là on va avoir un problème à nouveau. Mais la France était quand même le pays qui faisait ses propres trains, ses propres avions, son propre armement, ses propres sous-marins. Il me semble que les premières Ariane, on a eu besoin de l'aide de personne non plus. Donc je veux dire, et aujourd'hui, on en arrive à un état de fait où on est totalement dépendant des autres. Mais qu'ils soient gentils ou pas gentils, d'ailleurs, c'est même pas le problème, hein, c'est qu'on est dépendant des autres, et ce qui fait qu'on devient des pantins. Des pantins au fur et à mesure que le temps avance, et plus on aura avancé, et plus pour reprendre les rênes de notre souveraineté, ça prendra du temps et de la sueur, hein, parce que ça demandera un travail monstre pour relancer tout un pan d'industrialisation qui est parti en 30 ans. En fait, au final, on devient de moins en moins autonome. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que la réindustrialisation de la France, c'est quelque chose qui est faisable, qui est souhaitable et qui pourrait justement nous sortir peut-être un peu de tout ce cercle vicieux en fait de dépendance vis-à-vis des autres pays? Oui, pour moi, ça me paraît évident parce que le secteur tertiaire qui est aujourd'hui le plus développé, ça reste, c'est le secteur des services. C'est extrêmement numérique. Et en gros, l'économie française fait sous-traiter l'essentiel des produits, des biens, même de l'alimentation à des acteurs étrangers. Et à un moment donné, en cas de crise, en cas de collapse, comme on dit, notre souveraineté est atteinte aussi de ce point de vue-là. On est obligé à un moment donné de pouvoir garantir une production nationale, que ce soit du point de vue agricole ou du point de vue industriel. Donc je pense que de toute façon, la réindustrialisation de la France est une nécessité. Elle adviendra forcément à un moment donné parce que pour l'instant, on fait traiter à des nations du tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde avant, qui ont des coûts de production bien moindres par rapport à ceux qui sont en vigueur en Europe, mais eux aussi ne tarderont pas à augmenter leurs coûts de production tôt ou tard. J'ajoute par ailleurs que le coût des matières premières est en constante augmentation, et ça va pas s'arrêter, et qu'à un moment donné, on va être obligé, ne serait-ce que pour les frais de transport et d'acheminement des marchandises, on va être obligé de privilégier les circuits courts. Donc à un moment donné, on sera obligé de revenir à une forme de simplicité, tout simplement, et de production locale. Mais c'est déjà ce qui est en train de se faire, on va dire, depuis une dizaine d'années.
en France, avec le développement de l'économie sociale et solidaire, avec le développement des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, des systèmes d'échanges locaux, voilà, une forme d'économie locale, pas forcément d'ailleurs basée sur la marchandise, mais basée sur le don, sur l'échange. Voilà, alors ça fait un peu hippie dit comme ça, mais je Ouais, c'est pense qu'il ça. y a un embryon de quelque chose. C'est ce que j'allais dire justement. Est-ce que ça fait pas un peu hippie et enfin souvent d'ailleurs ces associations, comme tu dis, économie sociale solidaire et compagnie, c'est souvent des associations qui sont politiquement positionnées assez à gauche quoi finalement. Oui, bah tout simplement parce que la droite nationale jusqu'ici a été incapable d'investir dans comment dire, dans ce domaine-là. Il est vrai qu'à la dissidence française, on a tenté et on tente toujours de développer autre chose que simplement un discours sur l'immigration, l'islamisation, le grand remplacement, etc. Évidemment, c'est des questions essentielles et on n'est pas en reste là-dessus, mais on ne peut pas se cantonner à ces questions-là. Il est impératif de développer nos idées, nos actions sur le terrain social, sur le terrain de la production locale, de la production biologique, sur la question de l'écologie. Sur toutes ces questions-là, évidemment, la droite nationale a des choses à dire. Et si elle a plus de choses à dire, eh ben, on va devoir inventer un nouveau discours. Mais c'est un défi à relever et c'est assez enthousiasmant. Puis ne nous trompons pas sur ces associations justement qui sont d'esprit de gauche, c'est que tout simplement ils sont d'esprit de gauche, mais en même temps ils se lancent dans quelque chose de très réel. Et la réalité te fait faire des gestes du quotidien qui peuvent être nationalistes si tu travailles la terre, si tu produis local, si tu vends localement, sans qu'ils s'en rendent compte, ces gens-là. C'est ça le pire. C'est tellement un état d'aliénation poussé que en fait, ils font des choses qui sont contraires à leurs idéaux quelque part. Et ils le font de bon cœur. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, faut copier un peu ce système-là, parce qu'il n'y a pas de raison. Entre guillemets, on n'a pas à être plus orgueilleux qu'eux dans le sens où ils le font, ça sert à rien qu'on le fasse. C'est pas de notre entre guillemets de notre niveau, dans le sens où on est au-dessus de ça. Et il faut le faire parce que c'est justement le départ d'une vraie solidarité entre guillemets de ce qu'on appelle nous tout simplement le français, la France, la préférence nationale, quoi. C'est de recréer du lien, du contact et genre, t'es en galère, vas-y, je viens t'aider. Chose que on fait dans son petit cercle, voilà, entre famille, amis, mais qu'il faut étendre, essayer d'étendre le plus possible pour en recréer les facettes d'une société, en fait. Ouais, on va justement parler dans une troisième partie de qu'est-ce qu'on peut faire un peu au quotidien. Juste avant, je voulais te demander ton avis à toi, Arnaud. Est-ce que tu crois aussi, du coup, en ce process de réindustrialisation, de reprendre les sujets, on va dire, qui sont un peu à gauche sur l'écologie, cultiver sa terre, etc., pour voilà, dynamiser en fait une économie protectionniste au niveau national? Alors oui, oui, de toute façon, pour tout ce qui est local, pour moi, tout individu qui a nos idées, ça semble logique. Préférer manger local, consommer local, ça va de soi. Une réindustrialisation, oui, c'est souhaitable, c'est indispensable. Un retour à la souveraineté. Après, ça, certes, ça va être très compliqué à mettre en place, mais en réadaptant la fiscalité et en diminuant les dépenses dont certaines qui sont faciles à réduire, avec une préférence nationale et une remigration, c'est tout à fait envisageable, tout à fait. Et toi, Étienne, t'en penses quoi? Bien sûr, moi aussi, je suis favorable au localisme. C'est Laurent Ozon qui avait pas mal développé ça il y a quelques années aussi. Et donc, c'est l'avenir, hein, comme a dit Vincent, tôt ou tard, le système, il se rendra le bout de la queue et on en reviendra à faire les choses simplement. Donc, oui, c'est le bon sens. Après, pour tout ce qui est économique, vous avez vu, c'est pas mon fort, donc je vais éviter de me lancer dans des histoires que je maîtrise pas. Par contre, je voulais dire, pour détendre un peu le truc, quoi, c'est que pour le côté hippie, gauchiste, etc., d'être autonome, d'avoir sa zone autonome, etc., on peut tout à fait le faire en étant de droite, etc., et on n'est pas obligé d'avoir les cheveux gras, des espadrilles en chambre, de chanter son piano au coin du feu. On peut très bien faire ça proprement, de la façon, à la plus à la Sharingan qu'à la façon hippie, quoi. Donc c'est pas incompatible et effectivement moi je suis tout à fait d'accord que il faut que le camp national propose des alternatives
au niveau économique et social et qui ne se borne pas aux sujets anxiogènes qu'on veut bien lui laisser. C'est vrai, mais en plus, je trouve que c'est quelque chose qui se voit aussi un peu du côté, on fréquente tous des gens qui partagent nos idées, et je trouve que c'est quelque chose qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de gens à droite, nationalistes, qui justement, ont envie ou le font idéalement, hein, de s'installer à la campagne, d'avoir un jardin, de devenir un peu autonome, au niveau tout simplement énergétique. Alimentaire et compagnie, quoi. Donc je pense qu'effectivement, comme tu dis, Étienne, il n'y a pas besoin d'avoir les cheveux gras, des dreads, etc. pour faire ça. On peut tout à fait être de droite et se réapproprier sa terre, un peu, finalement. Concernant ce retour à la terre, moi je pense que c'est quand même aussi des bonnes choses de voir que les citadins européens autochtones aient envie de revenir à la terre. Ça veut dire que malgré l'aliénation du monde moderne et de la propagande continuelle, on n'efface pas 1500 ans d'histoire, voire des milliers d'années d'évolution en quelques siècles de propagande dégueulasse. Ouais, tout à fait. Mais ça me permet en fait d'enchaîner en plus avec le thème de la troisième partie. On va se laisser pour une courte pause. Après une pause musicale, on se retrouvera du coup sur comment agir au quotidien, quelle est l'actualité un peu militante sur ce sujet de la préférence nationale. Donc on se retrouve tout à l'heure. Merci à vous et à tout de suite. Tell the story, this life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then be on my way. I traveled far and wide and laid this head in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo, in a rose tattoo. I got your name written here in a rose tattoo.
Et nous sommes de retour sur Fréquence Europa pour la troisième partie de cette émission consacrée à la préférence nationale. Je suis toujours accompagnée d'Arnaud, Jean-Michel, Cargal et Vincent. Pour cette troisième partie, on va aborder le sujet du militantisme en fait dans ce sujet de la préférence nationale. Donc, d'après vous, comment est-ce qu'on peut agir ou encourager la préférence nationale à notre niveau en fait en tant que militant, tout simplement? Peut-être Vincent, si tu as une première suggestion, enfin nous faire part de ton avis sur ce sujet. Bah alors déjà, concrètement, la préférence nationale, c'est bon. Politiquement, c'est un thème qui est défendu depuis plusieurs décennies par le Front National, par les identitaires, par un certain nombre de mouvements politiques. Nous, depuis plusieurs années, on est engagés sur le terrain de la préférence nationale avec le mot d'ordre les nôtres avant les autres. Donc ça s'est décliné par des campagnes classiques de tractage, collage d'affiches. On a fait énormément de tournées de solidarité, ce qu'on appelle les maraudes, où on mettait en œuvre la préférence nationale, puisque, et on le fait toujours d'ailleurs, en distribuant des vivres, des produits de première nécessité, des couvertures, des vêtements aux Français de la rue, ou aux familles nécessiteuses qui ne sont pas forcément dans la rue, en tout cas pas encore, et en ciblant évidemment en priorité les Français. Et puis, toujours sur le thème de la priorité nationale, on a organisé également une manifestation pendant la campagne présidentielle de 2017, c'était le 25 février, autour du mot d'ordre, les nôtres avant les autres, avec l'idée d'imposer cette thématique un peu dans la campagne présidentielle, puisqu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'affaire Fillon, voilà, on parlait que d'affaires politico-judiciaires, et ça me semblait intéressant de remettre un peu de politique et de bon sens dans cette campagne, d'autant plus que c'est normalement un des mots d'ordre prioritaires du Front National. Bon, il se trouve que le Front National n'a pas embrayé sur le sujet, et que d'ailleurs très peu de nationalistes, en tout cas d'autres mouvements nationalistes, ont relayé cette manifestation, même si on était déjà une bonne centaine. Mais voilà, c'est différentes manières d'aborder la préférence nationale qu'on a eue à la dissidence française, qu'on a toujours. Et puis après, il y a aussi un aspect purement individuel. On n'est pas obligé de le faire du point de vue de l'organisation. On peut aider son prochain d'une certaine façon, aider les gens de son clan, de sa famille, ses voisins. Voilà, c'est une manière de mettre en œuvre cette exigence de la préférence nationale, mais simplement d'un point de vue communautaire, identitaire, sans même d'ailleurs être obligé de le nommer comme tel, hein, évidemment. Bah, déjà en tant que consommateur, quoi, enfin, si tu le fais pas activement, déjà fais-le individuellement et essaye de faire en sorte que ce que tu achètes, ce soit de France tout simplement et produit par des Français. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose, parce que ça va forcer des acteurs économiques assez importants à commencer à changer leur fusil d'épaule. Et il y aura toujours les opportunistes qui vont s'engouffrer dans la brèche pour faire du fric, et les autres ils seront obligés de suivre. Donc je pense que c'est vraiment très important déjà qu'on commence nous-mêmes à consommer autrement. Oui, Ça, c'est c'est ça. extrêmement pertinent, parce qu'effectivement, du point de vue de la consommation, on a vu le développement du marché halal, qui est tout simplement la preuve vivante que la consommation peut être une forme d'action politique qui permet de faire évoluer le marché, en fait, d'une certaine façon. Donc effectivement, plus on va consommer enraciné, produit en France, produit local, etc., plus on va forcer le développement de ces activités. C'est effectivement une manière de militer individuellement. Et en plus, on remarque justement que ces temps-ci, il y a une vraie tendance à consommer local, hein. Il y a eu récemment un salon à Paris qui s'appelait, je crois, le Made in France, un truc comme ça. Il y a une vraie tendance, même dans les rayons, etc., hein, où on voit le fait qu'un produit soit produit, fabriqué en France, ça a une vraie valeur ajoutée, enfin voilà, au niveau marketing commercial, quoi. Je trouve ça très intéressant que ça parle de bouffe, parce que j'ai pu remarquer depuis de nombreuses années que s'il y a une chose qui réunit encore les Français, quels que soient les bords politiques, c'est les traditions culinaires et la bonne bouffe et le bon vivre à la française. Et ça, effectivement, sur ce genre de produits de consommation, sur la bouffe, on peut ramener des gens au bon sens. Moi, je suis dans une entreprise infestée de gauchistes, et comment j'ai réussi à me mettre dans la poche en parlant de bouffe, pâté, pinard, etc.
Et ça, le français, il est quand même encore attaché à son mode de vie, et peut-être qu'on peut le toucher avec la consommation de nourriture de chez nous. Oui, en effet, en plus, ce type de commerce, c'est très développé. Cette filiale, il y a eu un gros boom et en plus, il y a les lois qui, en plus, nous ont aidés là-dessus, notamment sur l'étiquetage des produits, leur provenance et cetera. Alors, j'irais même un peu plus loin. Moi, en plus de consommer, français, je dirais consommer même local. C'est-à-dire que moi, par exemple, en Touraine, j'essaie de consommer des choses que les maraîchers du coin produisent, de la viande, produite localement. Je vais voir mon boucher, en plus j'ai la chance que ça soit un MOF, je vais lui demander d'où venaient ces viandes et je suis même allé plus loin, je lui ai demandé, s'il connaissait, la manière dont étaient abattues ces bêtes. Donc il faut pousser ça. En plus, c'est maintenant beaucoup plus facile. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir, vous libérer et aller au marché. Maintenant il y a des chaînes, alimentaires qui se sont mis, dans ce filon et vous pouvez, consommer, local. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde connaît l'existence de ce site, je n'ai plus l'adresse en tête, mais par exemple, il existe aussi des sites qui répertorient les boucheries et charcuteries non halal. Donc, parfois, on peut manger halal sans le savoir, parce qu'on ne sait pas où est abattue la bête, etc., avec le circuit. Là, si on veut faire le choix de ne pas manger halal, c'est aussi possible si on a envie, quoi. Donc, voilà. Et concernant le site s'appelle Vigilance Halal. Donc, je crois que c'est Riposte Lake qui tient ça. Mais aussi, sinon, par rapport à ce que tu disais localement, il y a un autre exemple que j'ai eu dans ma vie perso il y a pas longtemps, c'est faire travailler des gens autour de soi. Et moi, j'avais besoin chez moi là de refaire de l'électricité, des travaux de bricolage. Il y a plein de sites avec des seniors à la retraite, des bons Français quoi, qui s'ennuient. Et on l'a fait travailler. Du coup, on a lié connaissances quoi. On a communiqué, on a mangé ensemble. Et c'est aussi ça quoi, tisser du lien social avec les nôtres. Je pense c'est au lieu de vouloir passer par la grande entreprise, réfléchir peut-être qu'il y a un petit vieux dans le coin qui peut bricoler, ça lui rendrait aussi service d'être actif et de voir du monde. Tout à fait, j'allais y venir, oui, justement, lorsque vous avez des travaux à faire, essayez de privilégier, des artisans, locaux, plutôt, de français de souche, éventuellement, ça sera encore mieux. Mais, oui, sur les petits travaux comme ça aussi, ça peut être un style de préférence nationale. Après, dans la vie de tous les jours, vous pouvez, il y a un ami qui a besoin d'un coup de main, plutôt que de le laisser, appeler n'importe qui, vous pouvez lui dire: «Bah, tiens, moi je connais un gars qui fait ça». Faut se communautariser, hein, tout simplement, faire du réseau et continuer dans cette file-là. Après, de fil en aiguille, ça se fait tout seul. Et comme tu disais tout à l'heure très bien, Arnaud, même localement, en fait, tout simplement essayer d'aller, voilà, chez le boucher, le boulanger, le fleuriste qui est à côté de chez vous, quoi. Même éviter d'aller dans le centre commercial, parce que même si tu dis dans les centres commerciaux, maintenant c'est étiqueté provenance de France, etc. Bon, d'accord, pourquoi pas, mais euh, tant qu'à essayer d'aider les nôtres avant les autres, autant essayer d'aider les nôtres qui habitent vraiment à côté de chez nous, quoi, que ce soit notre voisin et tout ça. En plus, ça fait de l'activité dans la ville, dans le village. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper important d'essayer de soutenir justement cette économie déjà localement avant même qu'elle soit nationale, quoi. Faut des consommateurs réfléchis. Ensuite, ceux qui veulent aller plus loin, déjà ils adhèrent à la dissidence française. Hein. Et puis, secondo, dans l'optique d'être en association, de faire des associations qui justement vont servir soit à faire le chemin de la production aux consommateurs, soit d'être carrément dans la production jusqu'aux consommateurs, hein, pour celles qui seront les plus développées, et de fil en aiguille de tisser un lien économique en ayant un réseau en même temps et de faire en sorte de l'agrandir et de reprendre, malheureusement on va parler comme ça, mais des parts de marché, tout simplement. Et une association, voilà, hein, vous entrez pas non plus dans le monde hyper capitaliste avec votre société. Faites des sociétés si vous en sentez aussi la force de création. Mais voilà, une association, c'est aussi, la plupart du temps, ce sera loi 1901 de ça, donc c'est à but non lucratif, ou alors tu reverses tout justement dans le projet. Donc c'est un certain investissement personnel, mais par contre, ça a la faculté entre guillemets, de vous donner un projet qui vous fera vous sentir plus grand, je pense. Donc voilà.
Effectivement, j'allais venir aussi, oui, sur les associations, que ce soit, faut s'impliquer, sur la vie de sa commune ou de son agglomération, soit rejoindre une association ou la créer, ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être, l'art, la culture, le sport, vous créez votre association et dans votre association, vous prenez la culture locale, le sport, vous essayez, entre guillemets, d'intégrer, plus d'éléments, on va dire de français de souche, et vous essayez, entre guillemets, d'intégrer, des messages, subliminaux et une petite part de votre idéologie et les gens, ils viendront, d'eux-mêmes, hein. Je dirais même, Arnaud, qu'en fait, on va faire la novlangue, mais pas comme nos ennemis qui utilisent la novlangue pour déformer la réalité. Nous, on va utiliser la novlangue pour recréer la réalité, justement, à leur insu. Oui, Surfing Caligula. Voilà, produit du terroir, nanani, mais au final, derrière, ça reste d'aspiration, appelez ça nationaliste, patriotique, tout française, hein, tout simplement. Traditionnel. Voilà, traditionnel. Et il faut pleurer, hein, les gens qui fréquentent ces réseaux-là et ces associations-là, bah, c'est des gens qui n'appartiennent pas déjà à une communauté, entre guillemets. Donc, oui, pas d'halogène, plutôt des gens type français de souche, un peu isolés et qui ont envie d'essayer de commencer à vivre un peu autrement, de fonctionner autrement. Donc voilà, c'est un lien tout à fait naturel pour au final créer ce qu'on appelle un réseau nationaliste. Voilà, et sur des bases saines en plus. Du coup, moi je voulais revenir sur quelque chose qui a été abordé tout à l'heure sur le secteur professionnel. Je trouve que c'est ce qui manque beaucoup, ou alors dans le milieu, ou alors les gens peut-être ne se découvrent pas assez, enfin ils ne disent pas qu'ils travaillent dans ce secteur. Mais je trouve que de plus en plus, il faut qu'on ait des gens de nos idées au sens large, qui soient dans les postes décideurs, ceux qui distribuent les boulots, que ce soit dans les RH, que ce soit dans les agences d'intérim. Il faut qu'on ait des gens, parce que il est possible de faire une préférence nationale de bon sens, malgré toutes les contraintes de loi, à compétences égales, rien ne nous interdit encore de prendre le français. Donc il faut qu'on ait des gens dans ce secteur, et moi souvent, de plus en plus, je me dis, il faudrait que tous les gens qui ont dans leur contact, des gens qui travaillent dans le social, dans l'économique et le social, qui peuvent participer à ça, et qui savent que ces gens-là se sentent concernés par l'état du pays, qui n'hésitent pas à les relancer, à dire tu te sens concerné, et fais quelque chose, va vers la dissidence française ou va vers une autre association, mais fais quelque chose pour les tiens et sors de ton confort, de ta zone de confort. Et ça nous manque beaucoup, je trouve, dans le milieu des gens qui puissent changer la donne à ce niveau-là, tant au niveau du recrutement professionnel qu'au niveau d'aider socialement les nôtres. Ah, mais ça, c'est aussi dû à cette sorte d'impasse qui est offert jusqu'à présent aux militants les plus sincères et personnes dévouées pour la France. C'est que il y a un certain orgueil qui pousse à crier sur tous les toits ce que tu es et ce que tu voudrais que ton pays soit. Ce qui fait que t'es grillé. Enfin, c'est comme si à l'époque Voltaire avait crié sur tous les toits, ouais, je suis franc-maçon et je vais enculer le catholicisme dès que ça pourra, ou si c'est pas moi, ça sera mes descendants. Donc je veux dire, il l'a pas fait parce que oui, c'était une connerie. Donc nous, c'est ce qu'on fait malheureusement pour la majorité des nôtres, et ce qui fait que t'es grillé pour grimper dans les échelons et avoir ne serait-ce qu'un petit levier d'agissement sur cette préférence nationale justement. En fait, je pense qu'on peut arriver à faire une préférence nationale officieuse sans justement venir avec ses grands sabots en mode moi j'aime le cochon, je prends que des gens qui aiment le cochon. Non, en fait, quoi. Je me dis, tu peux être naïf, hein, mais je me dis, si on est responsable RH et que malgré qu'il y ait des incitations pour prendre des candidats issus de la diversité, il me semble que, peut-être que je me trompe, mais je me dis qu'aujourd'hui, légalement, rien n'interdit à l'entreprise de ne pas prendre le candidat issu de la diversité si l'autre convient tout à fait, non ? Ça peut se faire. Après, si c'est sur nombreux postes, une accumulation peut toujours faire que lorsqu'il y aura trop de refus, etc., voilà, il y a une suspicion de discrimination. Par exemple, je connais deux personnes différentes qui ont leur entreprise, un qui est dans l'immobilier, puis un autre qui est dans le service informatique tertiaire. Et ces deux personnes-là, ils ne crient pas sur tous les toits, oui, la France est français, etc.
Mais dans la vie de tous les jours, bah, ils privilégient, à compétences égales, ils privilégient le français, et donc leur préférence nationale, ils la font en sous-main, quoi. Mais elle est effective. Ouais, évidemment. Moi, je te rejoins, Karigal, sur cette question-là. Je pense que c'est important de préciser aussi que, notamment à l'ADF, il y a beaucoup de militants, enfin, ou du moins un certain nombre, qui militent à visage découvert, on va dire, avec leur vrai nom, voilà, et qui osent se mouiller un peu publiquement. Mais c'est vrai que c'est un risque, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément bien perçu. Nos idées sont loin d'être la majorité en France. Et il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous encouragent et qui militent aussi avec nous, mais à visage un peu plus couvert en fait, enfin, en gardant un certain anonymat qui permet aussi justement derrière, voilà, de garder un emploi, de prendre des responsabilités et d'avoir une influence autre que du militantisme de terrain, on va dire un peu pur et dur, quoi, une influence que ce soit professionnelle ou associative ou autre. Et là où je rejoins Jean-Michel dans ce qu'il a dit, effectivement, c'est que ça ne sert à rien de venir avec des grands sabots et de dire sur Facebook ouais, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est toi, fais-le. Tout à fait. Et aussi, juste ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Kargal, quand tu disais oui, si vous connaissez des gens, etc. Enfin, le but c'est voilà, c'est de s'entraider, de faire une communauté entre nous, etc. Et surtout, n'hésitez pas à justement fréquenter des communautés qui nous ressemblent et qui existent déjà. Je pense notamment en fait pour tous les catholiques. Je suis désolée, mais quand vous allez à la messe, la plupart des gens qui vont à la messe, c'est des gens qui ont des idées très proches des nôtres. Et il faut pas hésiter à y aller, à discuter, etc. Et même si vous avez la chance, comme moi, d'habiter dans un petit village, je pense que voilà, la plupart des habitants, ils ont quand même, surtout à la campagne plus qu'en ville, ils ont quand même une conscience politique qui peut se rapprocher de la nôtre, et c'est important, voilà, de discuter, de se faire des contacts dans ces milieux-là, et de discuter de tout ça, mais voilà, de façon, on va dire un peu sans mettre les pieds dans le plat, en fait, de façon un peu subtile, quoi. Et j'irai plus loin pour les personnes qui sont dans des petits villages, et cetera, qui sont, plusieurs avec la même idéologie qu'est la nôtre, faut pas hésiter non plus à lancer, une liste, au municipal, par exemple. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ah oui, tout à fait, oui. Et pour ça, faut pas oublier on joue avec les règles du jeu de notre ennemi. C'est comme si vous faisiez une partie de poker. Déjà, il va décider de combien de cartes t'as dans la main et de combien va en sortir au flop. Si en plus t'arrives et que tu lui mets les cartes devant le nez en lui disant, bah écoute, voilà ce que j'ai et je compte te faire ça, j'ai envie de dire la partie devient un peu trop facile pour lui. Donc soyons autant que possible discrets. Pensons ce que nous voulons, mais comme Donc, faut être disait quelqu'un, subtil. exactement, comme disait quelqu'un, je pense ce que je dis, mais je dis pas tout ce que je pense. Voilà, c'est parce que faut raison garder. On est en terrain ennemi, j'ai envie de dire. Donc à un moment donné, si tu t'amuses en feu de détresse à chaque fois qu'il y a quelque chose, t'étonne pas que tu sois vite repéré. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Michel sur ce sujet. Donc, Je sais pas si l'un d'entre vous a un mot de la fin à rajouter. On va bientôt clore l'émission, je pense. Bah moi je finirai juste par une petite citation en rapport avec le futur événement qui va se passer. Dieu premier servi et vive la France. Merci et au revoir à tous. mais sinon, moi j'ai une petite suggestion d'un poème que j'ai découvert il y a peu. Je vais laisser Eliane le lire parce que c'est plus sympa d'avoir une voix féminine qu'une voix des clowns. Donc je te laisse le lire, Eliane. Je te passerai. Et puis ravi d'avoir revu tout le monde et puis à la prochaine. Merci Kargal, effectivement, donc j'ai bien su ton poème que je vais vous lire. Ça s'appelle L'étranger. L'étranger qui passe mon portail, il peut être sincère ou aimable, mais il ne parle pas ma langue. Je ne peux pas connaître son esprit, je vois son visage et ses yeux et sa bouche, mais pas l'âme qui est derrière. Les hommes de mon propre sang, ils peuvent faire le mal ou le bien, mais ils disent les mensonges que je connais. Ils connaissent les mensonges que je dis. Et nous n'avons pas besoin d'interprètes lorsque nous allons acheter et vendre. L'étranger qui passe mon portail, il peut être mauvais ou bon.
mais je ne peux pas dire quel pouvoir le contrôle, quelle raison gouverne son humeur, ni quand les dieux de son lointain pays reprendront possession de son sang. Les hommes de mon propre sang, ils peuvent être très mauvais, mais au moins ils entendent les choses que j'entends et voient les choses que je vois, et quoi que je pense d'eux et de leurs goûts, ou quoi qu'ils pensent de mes goûts. C'était la croyance de mon père, et c'est aussi la mienne. Le grain doit former une seule gerbe, et la grappe doit donner un seul vin. Et nos enfants doivent se faire les dents sur le pain dur et le vin. C'est un poème de Rudyard Kipling. Donc, merci beaucoup Étienne pour ce poème. Arnaud, je sais pas si tu as quelque chose également à rajouter pour terminer cette émission. Alors, je dirais simplement, qui veut peut. Impeccable, c'est plutôt encourageant. Et Vincent, du coup, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoutez, merci à tous. J'espère que cette émission vous aura plu et à la prochaine. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très vite sur Fréquence Europa.